Donc, M. Mouanga, essayez de nous dire concrètement comment ça se passe au bloc. Voilà, merci une fois de plus de me donner la parole. Donc, au bloc opératoire, ça se passe, je pourrais vous dire, un peu différemment en fonction du cas qui est en présence. C'est-à-dire, lorsque nous avons ce qu'on, dans le jargon du bloc, on parle du programmé, donc des interventions programmées, et on sait que tel jour à tel heure, nous aurons tel ou tel patient pour telle ou telle indication de chirurgie. Il y a pas mal de choses que nous préparons en amont. Donc, bien avant que le malade ne soit là, on a même un peu de la connaissance de la pathologie ou du geste opératoire, ce qui nous permet de de configurer la salle et d'avoir le matériel nécessaire, adéquat pour cette intervention. Par contre, lorsque ce n'est pas du programmé, donc c'est un cas d'urgence, qui va demander à ce que ça va payer l'expérience donc de l'infirmier de bloc opératoire, parce que vous avez quelqu'un qui arrive en urgence, on vous donne grosso modo ce qu'il a, vous devez pouvoir en un temps record, mais très rapide, préparer, configurer un bloc opératoire par rapport à l'urgence qui arrive. Mais restons donc sur du programmé, par exemple. Quand on est sur du programmé, nous avons une indication chirurgicale où nous recevons un patient. Je vous laisse le service parce qu'il est accueilli dans un service d'hospitalisation conventionnel. Mais une fois qu'il est pris en charge au bloc, il y a un certain interrogatoire qu'on fait avec le patient pour essayer de mettre en conformité les informations que nous avons, les informations qui sont notées sur le programme opératoire et les informations que le patient a, qui ont été communiquées par son chirurgien. Il faudrait que ceci soit en conformité, ce qui permet de combattre ou de lutter contre les erreurs. Parce que ça, c'est un gros problème. Les erreurs, c'est-à-dire tout ce qui est les vigilances. Et je sais qu'il y a beaucoup de vigilance. Il y a un accent très, très pointu sur tout ce qui est vigilance. Maintenant, donc, quand on a mis au clair, il y a un autre interrogatoire que nous faisons. Nous savons quel est le type d'anesthésie qui sera appliqué sur le malade. Alors, dans le cadre d'une anesthésie générale, il y a un certain cahier de charges qui doit être rempli. Notamment, le patient doit être à jeun pour avoir un certain temps. Le patient ne doit pas avoir de bijoux parce que nous savons que le geste opératoire, pour opérer, nous utilisons du courant électrique. Et le courant électrique, si la personne est porteur d'une quelque chose de métallique ou porteur de bijoux, etc., c'est dangereux. Parce que le courant électrique passe par lui pour opérer, ça peut être dangereux. De l'autre côté, on s'assure de ce que, dans le souci de prévenir le risque infectieux, il faut que la personne ait eu une douche préopératoire. Et il faut naturellement aussi respecter ce nombre de canevas parce que la douche préopératoire, elle peut être faite avec un savon neutre, par exemple. Mais ça, c'est en fonction de l'indication que le chirurgien veut. Ou en fonction du protocole qui est utilisé dans l'établissement où vous travaillez. Donc, et ces choses doivent être respectées parce que, par exemple, dans le matériel antiseptique pour la douche opératoire, il y a différentes gammes. Je vous prends un exemple. Si on utilise la gamme iodée ou la gamme chlorée, par exemple, il ne faut pas mélanger les gammes. Donc, si on a demandé au patient de prendre une douche avec une gamme iodée, par exemple, je ne vais pas citer les marques de publicité, avec le produit iodé, il faut rester dans la même gamme. Parce qu'on ne peut pas lui dire, sachant que dans le service, nous utilisons, le protocole demande d'utiliser la gamme iodée, et le patient, lui, par exemple, chez lui, ou avant de descendre au bloc, il a pris une douche avec une gamme chlorée, par exemple. Ce n'est pas bon. Donc, on s'assure donc que ces choses sont assez respectées. Une fois donc que nous avons pris le patient dans la salle opératoire, tout cet interrogatoire est fait, nous avons pris le patient dans la salle opératoire, il faut bien évidemment savoir que au tout début, il y a la configuration de la salle opératoire qui doit être faite. C'est-à-dire, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut pour l'intervention chirurgicale, ce qu'on a besoin comme matériel, que ce soit le générateur de haute fréquence, qu'on vulgairement appelé le bistouri électrique, que ce soit tous les dispositifs pour avoir l'imagerie. Si on doit avoir une radiographie péropératoire, il faut qu'on ait par exemple la scopie en salle et qu'elle soit fonctionnelle. Donc, il y a tout un certain nombre de trucs qui doivent être checkés, exactement comme l'aéronautique.
savez qu'avant, pour qu'un avion se décolle, il y a pas mal de choses qui sont testées. Donc, c'est un peu ces mêmes mesures de sécurité que nous avons empruntées à l'aéronautique pour travailler en toute sécurité. Donc, il y a tout ce matériel, que ce soit l'éclairage, que ce soit la ventilation dans la salle opératoire, que ce soit le flux pour pouvoir garder le champ opératoire stérile, le flux doit être, que ce soit la pression, la température de la salle. Parce que vous savez que tout ce qui est microbes, bactéries, virus, etc., se prolifèrent sur une température assez forte. Donc, il faut que la température soit réglée de manière à ralentir la prolifération de... Monsieur Mouangé, Monsieur Mouangé, permettez, je vous arrête ici pour vous relancer parce que ce que vous venez de dire là est très important. Dans nos pays d'Afrique, Afrique subsaharienne, nous avons souvent observé un certain nombre de difficultés inhérentes à une certaine mauvaise gouvernance qui veut que vous avez des salles opératoires qui n'ont pas respecté une certaine norme justement de climat, de température, parce que déjà, il n'y a même peut-être pas de la ventilation, il n'y a pas de la climatisation, la température n'est pas adéquate. Parfois, il y a des coupures électriques où les opérateurs se retrouvent en train d'opérer dans des salles qui chauffent, et avec donc la sueur qui dégouline, voilà, et qui parfois même se retrouve sur le champ opératoire. Je suppose que le professeur Daouda Diallo en sait un peu quelque chose, vous voyez, parce que nous, on en parle dans notre milieu cardiologique, par exemple, dans la société camerounaise de cardiologie, où on fait la cardiologie internationale, mettre les pacemakers et tout. Ça, c'est des réalités. Et donc, ce que tu es en train de dire là, c'est bien, je pense que le professeur Daouda Diallo va un peu rebondir là-dessus, mais c'est important d'insister sur l'environnement opératoire. Comme tu l'as si bien dit, c'est comme l'aéronautique. On ne peut pas monter dans un avion qui n'a pas été checké, révisé et s'assurer que tout se passe bien. Et la plupart de nos complications post-opératoires qu'on a découlent donc certainement de cet environnement qui n'est pas adéquat. Donc, merci pour l'avoir dit et puis continue ton topo. Merci de pouvoir de votre intervention. Alors, comme je disais tantôt, il y a donc cet environnement qu'il faut sécuriser parce que notre rôle au bloc opératoire, à côté des chirurgiens et à côté de l'équipe anesthésie, c'est de garantir la sécurité du patient. Et sécurité au sens large. Maintenant, donc, il faut avoir, j'essaie de passer vite hein, parce que j'ai l'environnement chirurgical, mais le matériel, c'est-à-dire nous avons besoin, quand je dis le matériel, les pinces, par exemple. Il faut donc les boîtes chirurgicales où il y a le matériel pour opérer. Il faut vérifier aussi ce matériel, savoir que c'est un matériel qui est intègre, qui n'est pas souillé, qui est passé dans un circuit de stérilisation. Donc, ça a été autoclavé à telle température. Il faut que les boîtes soient scellées. Il y a pas mal de vérifications qu'il faut faire. Parce qu'on va servir quelque chose de souillé pour aller soigner quelqu'un. Maintenant, donc, à côté de tout ça, une fois que tout ceci est fait, il y a l'installation du patient qui va être faite. Donc, en équipe, naturellement, il y a une installation provisoire qui est faite. On met le patient sur la table opératoire. On permet à l'équipe anesthésie de l'endormir. L'équipe anesthésie va donc l'endormir et procéder à l'intubation orotrachéale parce qu'il faut bien évidemment que quand on a injecté les médicaments qui permettent d'endormir et le professeur d'anesthésie est mieux placé pour l'expliquer, le patient est mis sous assistance respiratoire. Donc, il y a, on dit de manière vulgaire, un respirateur qui est une forme de ventilateur, comme ça, qui permet à la personne de respirer. Parce que sous l'emprise de ce produit anesthésie, pour être honnête, le patient, s'il n'est pas sous assistance respiratoire, il ne vit pas sa vie, il mourra parce qu'il ne peut pas respirer. Et comme nous mettons du matériel étranger, c'est-à-dire qu'on appelle des dispositifs médicaux, des trucs étrangers dans le corps, il faut respecter des règles d'asepsie strictes. Pourquoi je le dis? Parce que, imaginez-vous qu'on soit un peu négligent par rapport à l'asepsie et qu'on contamine le matériel qu'on met. Déjà, ça peut, la personne va faire une infection. Et si l'os est infecté, un os infecté prend beaucoup de temps pour guérir et consolide mal. Donc, nous devons respecter ces règles-là, nous devons être vigilants, rassurer, surveiller le chirurgien ou vraiment l'accompagner pour qu'un certain nombre de règles d'asepsie soient respectées de manière rigoureuse pour
la bonne marche de l'intervention. J'essaie pour l'instant d'arrêter là, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire et il est mieux d'expliquer les choses pour que les gens comprennent. Mais on va d'abord laisser M. Mwangue répondre à la période père opératoire. Alors, le père opératoire, c'est naturellement le moment où on intervient sur le malade, le moment où on l'opère. Donc, je pars du principe que tout ce qui précède le père opératoire a été mis en place. Tout ce qu'on a listé tout à l'heure a été checké. On essaie que la fonctionnalité, tout est OK. Donc, on va opérer le malade, on va ouvrir le malade. Donc, pour ça, nous avons naturellement besoin du chirurgien qui est présent. Nous avons besoin de l'assistance, d'un assistant de chirurgie. Ça peut être un futur chirurgien, on dit un interne. Ça peut être aujourd'hui, de nos jours, avec l'évolution, ça peut être un infirmier chevronné qui fait l'assistanat. Et à côté de ça, nous avons de l'aide, l'assistanat, l'aide opératoire. L'aide opératoire, c'est quelqu'un qui va être là pour essayer d'aider. Quand je dis aider, par exemple, il va aider à tenir des écarteurs, par exemple, pour permettre à l'équipe chirurgicale d'opérer à 2 mains ou à 4 mains. Parce que, voyez-vous, quand on opère, le corps il est ouvert, on peut fixer les muscles, il y a des événements fixés, mais on peut ne pas les avoir et on a besoin des écarteurs pour pouvoir bien exposer et opérer. Et de l'autre côté, il y a aussi que l'aide opératoire va pouvoir être importante en ce sens que dans la chirurgie orthopédique notamment, on a besoin de mobiliser le membre opéré. On peut pouvoir faire une extension, une flexion du membre, une adduction ou une abduction du membre opéré pour pouvoir pratiquer le geste opératoire. Donc, tout ça contribue à la prise en charge opératoire du malade. Étant donné que, le chirurgien va donc inciser. Si c'est une fracture, il va, donc on va déblayer, on va essayer de nettoyer si d'aventure c'est sale. On doit pouvoir gérer le saignement parce que une des complications, c'est la complication hémorragique. Il faut vraiment la contrôler. Donc, il faut aspirer tout ce qui saigne. Il faut pouvoir cautériser les vaisseaux qui sont endommagés pour que ça saigne moins. On a donc la fracture bien en vue. On fait la réduction. Et le chirurgien décide du modèle de réduction qu'il veut. Est-ce qu'il va mettre un clou? Est-ce qu'il va faire une ostéosynthèse par plaque et vis? Est-ce qu'il va... Donc, quand il a décidé de ce qu'il fait, c'est alors que, à côté de ça, tous les casquettes que peut avoir l'équipe médicale, notamment le circulant, va nous servir le matériel dont on a besoin pour réparer, pour réaliser donc cette ostéosynthèse. Comme je vous ai dit, le tout, c'est en respectant les règles d'asepsie qui sont strictes. En orthopédie, c'est l'asepsie la plus haute parce qu'un matériel souillé qui est mis sur le malade ne tiendra pas. Le malade sera repris pour pouvoir faire ce matériel parce que dans ce cas de figure, l'antibiothérapie ne suffira pas. Donc, si tout est respecté, nous avons veillé à ça, nous avons fait la réduction, on a fait l'ostéosynthèse, tout ce qu'il faut. Il va maintenant falloir fermer. On va faire une hémostase soigneuse. Hémostase, c'est bien cautériser tous les vaisseaux pour que ça ne saigne plus. J'ouvre une parenthèse. S'il y avait un garrot, parce que très souvent, il faut mettre un garrot dans la chirurgie des membres, il faut être très en alerte parce que le garrot nous donne... Si vous avez 1 heure de garrot, par exemple, il faut le signaler à l'équipe que nous sommes à 1 heure de garrot déjà. Si on dépasse, par exemple, on va vers les 2 heures, par moment, on est obligé de d'abord relâcher le garrot pour le remettre en plus après. Donc, c'est vrai qu'en relâchant le garrot, on aura du saignement, etc. Mais c'est des procédures parce qu'en fait, le garrot, ça réduit le saignement et par contre, sur un plan plus vital, ça peut causer d'autres des lésions. Donc, il faut veiller à tout ça. Alors, lorsque tout est fait, la réduction, on fait l'ostéosynthèse est faite, on nettoie bien, puis on ferme plan par plan en fonction de la volonté du chirurgien, la fermeture. Et quand tout est fermé, s'il veut faire une immobilisation par soit une attelle plâtrée, soit quelque chose de ce genre, on le fait après que le pansement soit mis. Et il ne reste qu'à faire sortir le malade, soit vers l'unité qui doit l'accueillir. Est-ce que c'était un malade qui avait de grosses comorbidités? Il pourra aller soit en réanimation, soit en soins intensifs, soit alors il va passer par une
une salle de post-interventionnel qu'on appelle la SSPI, où sera surveillé quelque temps avant de retourner dans le service d'hospitalisation conventionnelle. J'espère avoir dit un certain nombre de choses, et s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, je reviendrai pour plus d'explications. Ben oui, monsieur Mwangue, bon, cette émission n'étant pas spécialement destinée aux spécialistes que vous êtes, est-ce que vous pouvez expliquer le mot comorbidité? Voilà. Alors, la comorbidité, c'est tout ce qui est pathologique qui vient s'ajouter à la pathologie que nous traitons. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons un accidenté de la voie publique, un traumatisé par exemple. Donc, quelqu'un qui a eu, je dis n'importe quoi, une fracture disons, fémorale. Donc, l'os du fémur est cassé, bien cassé en deux, même une fracture ouverte, peu importe. Par contre, ce monsieur peut avoir des comorbidités, ce monsieur peut avoir des antécédents. Donc, en plus de cette fracture, il peut avoir des problèmes, par exemple, d'insuffisance rénale. Je dis n'importe quoi. Il peut avoir des problèmes d'arythmie cardiaque ou bien un problème d'angor. C'est un resserrement au niveau toujours cardiaque. Il peut avoir des problèmes respiratoires. Tous ces trucs qui viennent s'ajouter et qui viennent essayer de alourdir le cas de malade, de la pathologie que nous traitons, s'appelle donc des comorbidités. Le diabète, par exemple, s'il est diabétique, c'est une comorbidité. Donc, notre prise en soin de ce malade doit tenir compte du cas de fracture, mais de toutes ces comorbidités. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait une prise en charge globale. On doit tenir compte de toutes les comorbidités pour pouvoir stabiliser le patient et lui donner une chance de guérison. Voilà, nous restons toujours avec vous, hein, monsieur Mwangue, pour nous parler de la période post-opératoire. Oui, alors le post-opératoire, nous avons un post-opératoire immédiat, c'est-à-dire quand quelqu'un, c'est post-opératoire, c'est la personne qui sort du bloc, l'intervention est finie, nous avons fait le pansement, on a terminé, la plaie opératoire est fermée, on a posé le pansement, on a peut-être stabilisé le membre par soit des fixateurs, soit un plâtre, peu importe. Le post-opératoire immédiat, donc en fonction de, comme je vous ai dit, des comorbidités du patient, en fonction de la durée de l'intervention. Parce que, je vais encore ouvrir une brèche, plus l'intervention est longue, plus le patient, si c'est dans le cas d'une anesthésie générale, a pris des drogues pour dormir. Et ces drogues ne sont pas, comment je peux dire, peuvent avoir des effets. Donc, et un patient qui dort longtemps, pour être honnête, ce n'est pas toujours bon. C'est pour ça qu'on fait le maximum pour que le patient dorme le moins possible. Donc, là, accumuler des drogues pour pouvoir dormir, il faut donc que le corps évacue ces drogues-là. Alors, si c'est quelqu'un qui a aussi, donc, à côté de ça, des comorbidités, vous comprenez avec moi que le corps mettra plus de temps à évacuer ces drogues. Donc, en fonction de ça, c'est pour ça que j'ai parlé que le post-opératoire peut être en fonction de l'état du patient. Ça peut être des soins intensifs, ça peut être la réanimation, parce que là-bas, la surveillance est plus accentuée. Et si c'était un patient qui n'avait pas de comorbidité, la chirurgie n'a pas vraiment traité, aller à une salle post-interventionnelle où il peut être suivi 1 heure à 2 heures, le temps de stabiliser, qu'il soit plus stable, déjà plus réveillé, plus stable, que quand je dis stable, c'est l'hémodynamie, l'attention, le pouls, la respiration. Il y a un certain nombre de critères qui sont checkés pour pouvoir faire remonter le patient dans le service d'hospitalisation conventionnelle. Alors, pour les étudiants, ça s'appelle le score d'Aldred. Il faut ce truc. Donc, et le patient est en soins, en salle post-interventionnelle immédiate, où tout ça est contrôlé, la douleur est gérée, l'hémodynamique est contrôlée, il faut qu'elle soit stable. Quand tout ceci est correct, on va lui évaluer le score d'Aldred. S'il atteint la valeur qui permet de le faire remonter dans son service, eh bien, on le libère, il rentre dans le service. Et si ce n'est pas possible, il y a toujours le médecin anesthésiste qui est là pour pouvoir faire la réanimation, parce que c'est des anesthésistes réanimateurs, pour pouvoir réanimer en cas de besoin. Et s'il faut reprendre au bloc opératoire pour une nouvelle intervention, nous sommes toujours au bloc et on le reprend au bloc. Bonsoir, chers tous, bonsoir, chers co-panélistes, et bonsoir à tous ceux qui suivent cette émission assez enrichissante. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le professeur Diallo qui faisait un déroulé sur les soins post-opératoires donnés aux patients qui viennent de subir une opération orthopédique. En tant qu'infirmière orthopédique, nous avons des protocoles, justement, et le professeur l'a souligné, nous avons des protocoles pour assurer le suivi de ces patients lorsqu'ils reviennent donc du bloc opératoire. J'aimerais préciser ici que nous, en département, ne recevons les patients
qui ne sont que complètement en état de conscience après l'opération. Ça veut dire que dans la salle de récupération, si le patient n'a pas retrouvé tout son état de conscience, on ne le conduit pas vers le département chez nous. Donc, lorsque nous recevons ce patient qui vient de récupérer, qui vient de sortir de l'anesthésie et qui a subi une opération orthopédique, nous avons un protocole en place. Le patient va subir des observations chaque 15 minutes de la part des infirmières. Ça veut dire que chaque 15 minutes, nous allons prendre sa pression artérielle, son rythme cardiaque, son état d'alerte, sa production d'urine. Nous allons examiner la blessure ou alors le pansement, voir s'il est imbibé, s'il est imprégné, s'il y a des signes d'infection, s'il y a de la rougeur, s'il y a de la chaleur, bien sûr tout en évitant de toucher, hein, parce que comme on l'a dit, les opérations orthopédiques sont très, très sensibles aux infections. Donc, on ne touche pas, on observe. Évidemment, la douleur, l'état d'alerte du patient, l'état de conscience du patient, est-il confus? Est-il en possession de tous ses moyens psychologiques, intellectuels? Est-ce qu'il est orienté quant au lieu, à l'espace, à l'heure, ainsi de suite? Ce sont autant de signes qui nous permettent de savoir si le patient est en train de récupérer. Donc, pendant 2 heures, nous allons faire ces observations, et je dis bien toutes ces observations, chaque 15 minutes. Parce que pour un patient en orthopédie, ça peut changer très rapidement. Le patient en orthopédie peut se détériorer très, très rapidement. Donc, nous avons l'obligation de faire ces observations chaque 2 heures pendant 15 minutes. 15 minutes chaque 15 minutes pendant les 2 premières heures. Ensuite, chaque 30 minutes pendant les 2 prochaines heures. Et donc, nous avons l'obligation d'alerter le médecin en charge du patient si nous observons une altération de son état de conscience, si nous observons des signes d'infection, si nous observons un saignement assez prononcé sur le site d'opération, ainsi de suite. Ensuite, après les 30 minutes d'observation, nous passons à l'heure d'observation. Et donc, après cela, si le patient n'a aucun signe de détérioration et que nous sommes satisfaits de sa remise, nous pouvons donc encourager le patient à commencer à boire peut-être de l'eau ou une boisson chaude, déjà pour réveiller son système digestif qui n'a pas reçu d'eau ou d'aliments pendant plus de 6 heures. Une boisson chaude. Ensuite, nous lui donnons quelque chose de facile à digérer, de très doux. Nous observons évidemment l'urination du patient, parce que l'urination du patient est aussi un indicateur de début de septicémie. Donc, si le patient a fait une infection, nos premiers signes de détection de cette infection seront peut-être son rythme respiratoire. Est-ce qu'il a une respiration saccadée? Est-ce que sa pression artérielle commence à affaiblir? Et aussi la production d'urine, qui est un bon indicateur. Est-ce que le patient produit assez d'urine pour sa masse corporelle? Nous avons une formule très simple pour nous aider, nous infirmières, à estimer si le patient passe assez d'urine. Rappelons que la plupart des patients qui sortent du bloc opératoire ou alors de la salle de réanimation ou de récupération ont des intraveineux. Donc, parce qu'ils sont soit sous anesthésie générale ou anesthésie locale, et qu'ils ont été pendant plus de 6 heures sans boire ni manger, sans alimentation, ils sont sous intraveineux. Donc, ces intraveineux devront générer une production d'urine. Et donc, nous allons mesurer cela, et cela sera un indicateur de la récupération ou non du patient. Et tout ce que le professeur Diallo a dit, effectivement, au niveau du médecin, c'est exactement cela. Et chez nous, les infirmières, nous avons donc ce protocole en place qui nous permet d'évaluer et surtout de surveiller. C'est ça le mot-clé, surveiller. Le patient qui sort d'une chirurgie orthopédique est sous très, très haute surveillance parce qu'il est très vulnérable aux infections. Donc, nous surveillons donc cela. Et chez nous, les patients d'orthopédie ont un département complètement stérile, comme l'a dit mon collègue Mwangué. On ne mélange pas les patients d'orthopédie aux patients médicaux, par exemple, et à d'autres patients. Ils sont très susceptibles aux infections. On a l'obligation de les mettre dans un lieu, un département complètement stérile. Et les règles d'hygiène sont très, très strictes pour nous, le personnel soignant, lorsque nous prenons soin d'eux, pour ne pas les contaminer. Pour le reste, je suis très, très satisfaite du niveau de technique et surtout de compétences de mes collègues sur le panel ce soir. Et j'aimerais que les Camerounais ou alors les internautes qui nous suivent soient complètement édifiés par ce live. Voilà, merci Madame Sandy pour votre contribution à cette émission. Je ne sais pas, professeur Boni, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, et la question s'adresse
à tous les trois, c'est de savoir parce que Madame Sandy l'a déjà dit, elle a listé exactement ce qu'on fait après l'opération, quels sont les points d'intérêt dans la surveillance du patient. Et je repose la question que j'ai posée avant qu'elle ne prenne la parole, c'est quels sont les traitements qu'il faut checker et s'assurer que le malade a ces traitements pour éviter des complications. Certains ont parlé des antibiotiques parce qu'évidemment, je pense que compte tenu du risque infectieux important, peut-être qu'ils donnent en préventif, moi je n'en sais pas, c'est pas trop mon domaine, mais il y a surtout, je pense que les gens comprendront là que je veux aller, je vais amener les gens pour comprendre quels sont les traitements ou le traitement qu'on doit s'assurer, dont on doit s'assurer que le patient a ça, au risque donc d'avoir une complication dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, peut-être que Sandy qui avait la parole, elle peut embrayer là-dessus et après les autres nous diront quelque chose à ce propos. Oui, oui, tout à fait. En tant qu'infirmière, en général, nous avons des médicaments de routine que nous donnons aux patients post-opératoire, d'abord pré-opératoire et post-opératoire. Parce que dans mon département, je m'occupe des patients avant qu'ils n'aillent au bloc opératoire et je les reçois après qu'ils sortent du bloc opératoire. Alors, en général, il s'agit des analgésiques très forts que nous donnons pré-opératoire et post-opératoire dans un protocole qui est général. Donc, nous allons donner un patch de fentanyl et de l'oxycodone après. Ça, c'est pour contrôler la douleur. Nous avons les stéroïdes que nous donnons aussi préopératoire et post-opératoire pour justement contrôler l'inflammation. L'inflammation qui est souvent, les médecins qui sont sur le plateau peuvent le confirmer ou l'infirmer. Les inflammations qui sont souvent les risques de complications dans les cas de chirurgie orthopédique. Et nous avons aussi les antibiotiques, vous l'avez dit, les antibiotiques que nous donnons pré-opératoire à titre prophylactique et même post-opératoire aussi. Sauf que les antibiotiques, lorsque nous les donnons à titre post-opératoire, nous les donnons pendant 3 jours. S'il n'y a pas d'infection, le médecin est content, il peut arrêter le cours d'antibiotiques. S'il y a des signes d'infection, alors nous prenons des cultures de sang que nous envoyons au labo et qui vont nous donner les résultats du type de germes impliqués dans l'infection. Et le biochimiste et le médecin aviseront dans ce cas. Et vous avez parlé aussi des patients qui ont des conditions médicales préexistantes, c'est-à-dire des comorbidités. Dans le cas des patients de diabète, nous avons un protocole très strict qui s'applique pré, pendant et post-opératoire. On les met sur ce que nous appelons dans le système anglo-saxon sliding scale. Le sliding scale, c'est une infusion d'insuline accompagnée de fluides intraveineux avec glucose et les autres minéraux pour essayer de balancer le taux de glucose et contrôler le taux d'insuline dans le sang du patient. Donc, le patient aura donc ça parce que le patient, avant l'opération, comme on l'a dit ici, sera tenu à jeun pendant un minimum de 6 heures de temps. Donc, 6 heures de temps à jeun pour un diabétique, ça peut causer des complications. Donc, il faut contrôler son taux de glycémie et aussi son insuline. Donc, nous avons ce protocole en place. Évidemment, vous savez que les guérisons de blessures chez les diabétiques prennent durent plus longtemps. Donc, il y a un protocole en place pour les diabétiques. Évidemment aussi, les patients qui souffriraient de conditions cardiovasculaires, hypertension artérielle, vous avez toutes les comorbidités liées au dysfonctionnement du cœur et du système cardiovasculaire, ont aussi un protocole associé qui consiste beaucoup plus aussi à contrôler le rythme cardiaque et la pression artérielle, se rassurer qu'elle est stable avant, pendant et après l'opération. En général, lorsque ces protocoles sont suivis et que le patient est sous surveillance continue, il n'y a pas d'incident. Des incidents se produisent lorsqu'il y a une rupture dans le protocole, lorsque peut-être le patient n'est pas sous surveillance continue. Et ça peut arriver, c'est l'erreur humaine. Ça peut arriver au niveau du département ou alors du suivi post-opératoire. C'est pour ça que nous avons donc des procédés de double contrôle. Parce que nous savons que il peut y avoir une faille. Donc, nous avons, dans tout ce que nous faisons sur le patient,
qui a subi une opération ou qui va subir une opération, c'est qu'on appelle le double check en anglais, on appelle ça double check. Donc, chaque opération ou intervention sur le patient sera contrôlée par un autre professionnel qui va attester ou pas de l'effectivité de cette intervention. Lorsque nous le faisons, donc nous réduisons les risques d'erreur, nous réduisons les risques de complications et nous assurons un bon suivi et un bon outcome pour le patient. D'accord. La technique m'a fait remonter une question, elle est assez longue, hein. Alors là, elle est adressée à vous tous, chers panélistes. La suivante, dans le but de pouvoir réduire les risques liés à l'environnement dans les blocs opératoires au Cameroun, je souhaiterais savoir s'il existe des procédures de travail, des procédures de contrôle du monitoring de la température et pression, dans le but de s'assurer que les problèmes de complications ne soient pas liés aux poches de nutrition. Existe-t-il un contrôle qualité avant leur utilisation? Dans le cas où vous utilisez des dispositifs médicaux avec pour objectif de pouvoir renforcer la liaison entre deux os fracturés, y a-t-il des contrôles effectués après l'opération dans le but de prévenir des septicémies? Merci encore pour vos réponses. Je crois que c'est la dernière question qui vous est destinée, chers esprits. Bon. Alors, en tant qu'infirmière qui reçoit dans le patient post-opératoire, nous avons encore ces procédés. Merci, professeur Diallo, pour le rappel sur l'anticoagulation. Je pense que parce que nous sommes habitués à l'anticoagulation automatique ici, voilà. Mais vous avez fait un très, très important rappel. Alors, lorsque nous recevons le patient, le lendemain de l'opération, il y a deux choses qui se passent. Il y a une prise de sang que nous faisons au patient le lendemain. La prise de sang va nous déterminer si le taux d'inflammation est élevé. Le taux d'inflammation est un indicateur de début d'infection ou alors de début de réaction au niveau du site de l'opération. Donc, il y a les tests sanguins qui seront faits pour se rassurer que le patient est stable, mais il y a aussi la radiographie qui est faite pour se rassurer que les points d'opération sont stables, qui n'ont pas bougé, parce que parfois il peut y avoir motion soit des plaques fixatrices, soit des clous qu'on a mis. Donc, le X-ray va nous dire si l'opération est stable et qu'il n'y a pas de motion, de mouvement. Et ensuite, nous allons donc évaluer le patient au niveau physiologique. Nous allons évidemment prendre ses paramètres pour voir s'il est en train de se remettre de son opération. Et aussi la douleur. La douleur est un indicateur très, très important des complications post-opératoires. Lorsque la douleur commence à être contrôlée, ça veut dire que le patient est en train de se remettre naturellement de son opération. Si la douleur s'intensifie, ça veut dire que nous avons un problème. Donc, voilà ce que nous faisons pour contrôler l'évolution de la progression du patient après son opération. Et lorsque ces étapes sont respectées, sont évaluées et respectées, nous pouvons nous assurer qu'il n'y a pas de complications post-opératoires. Et s'il y a des complications post-opératoires, ces examens nous permettent de les détecter très rapidement et d'intervenir aussi le plus tôt possible afin que le patient ne soit pas très affecté. Monsieur Mwangué? Oh, d'accord, merci. Je vais donc rajouter à ça pour donc dire qu'il y a un standard qui doit être respecté pour toute chirurgie de manière générale pour prévenir le risque de complications, notamment le risque infectieux. Il y a un standard qui doit être respecté. Mais d'autant plus, nous sommes en chirurgie orthopédique où l'asepsie est de haut grade. Il y a pas mal de choses qui doivent être scrutées vraiment à la loupe, si je peux l'exprimer ainsi. Le professeur vient de parler du matériel. Si on veut rester sur le patient en lui-même, je vous ai dit à l'entame, la douche préopératoire doit être faite. Quand le patient est installé dans la salle, il y a la préparation du site opératoire, c'est-à-dire la désinfection du site opératoire qui doit être faite au moins, c'est-à-dire par 2 fois. Il y a quelqu'un qui le fait une première fois, qui n'est pas forcément stérile, mais en plus, de manière stérile, il faut le faire.
Ensuite, il viendra la pose de champs stériles. Donc, il faut pouvoir isoler tout ce qui est non stérile et tout ce qui est stérile pour ne limiter que la zone opérée qui doit être hyper stérile. Maintenant, je vais continuer en disant que la table opératoire, là où le patient est installé, doit être installée sous ce qu'on appelle un flux laminaire. Le flux laminaire permet de canaliser tous les particules en suspension. Pour que, sachant que nous allons ouvrir le corps, que les choses ne viennent pas se déposer dans la plaie opératoire. Il y a en plus de ça des films. La peau, elle est hyper colonisée. Hein. Donc, comme nous allons traverser la peau, il y a des champs imbibés de produits antiseptiques qu'on met sur la peau avant d'ouvrir. Donc, il y a tout ça qui doit être respecté. Donc, quand vous posez des champs, ça doit être respecté. Le matériel qu'on utilise pour opérer, qui est donc du matériel réutilisable, je l'ai dit à l'entame, on doit être passé à l'autoclave. Il y a des indicateurs qui nous montrent que ce truc est passé à l'autoclave et c'est considéré comme stérile parce que ça atteint une certaine température, une certaine pression et un certain temps. Quand tous ces trois facteurs sont réunis, il y a des trucs qui virent. Par exemple, il y a des filtres qui sont dans les boîtes, ça va virer et on sait que si ce filtre il a viré, ça veut dire que ça a subi ces trois temps-là. Par exemple, la température, la pression et le temps nécessaire. Si le filtre, si peut-être vous ouvrez la boîte, vous voyez que le filtre, par exemple, il a chuté, n'utilise pas cette boîte parce qu'on n'a pas la garantie que le matériel est stérile. Si vous ouvrez une boîte, vous voyez de la buée, de l'eau à l'intérieur, c'est pas sec, on n'utilise pas cette boîte parce qu'on n'a pas la garantie que c'est stérile, même si elle est sortie, cette boîte est sortie. À côté de ça, si nous sommes en orthopédie, ça veut dire que potentiellement nous mettons du dispositif, du matériel implantable sur le malade. Il y a des protocoles qui obligent de faire une antibioprophylaxie avant l'incision. Avant l'incision. Ça doit être un réflexe pour l'équipe opératoire. Avant d'inciser, vous vous rassurez que est-ce que vous avez fait l'antibioprophylaxie avant d'ouvrir? Et si d'aventure c'est quelqu'un qui vient, parce que c'est un politro, qui vient avec déjà une plaie opératoire, il faut lui passer de l'antibiothérapie. Et sachant qu'on va mettre du matériel pour consolider d'ostéosynthèse, il y a une antibiothérapie qui est toujours mise pour être continuée. Maintenant, donc, pour garantir que le matériel mis va rester intègre, le pansement est très, très important. Il faut un pansement hermétique. Donc, déjà, la fermeture de la plaie opératoire, en respectant les différents plans, doit être correcte, une bonne fermeture. En plus de ça, il faut un pansement vraiment hermétique, clos, bien fait, de manière que limiter la contamination du site opératoire. Et en paire opératoire, maintenant, il faut, comme aussi le dit, limiter au maximum les allées et venues parce que les gens qui bougent dans la salle, ça fait brasser les particules dans l'air et ce n'est pas bon pour le malade. Comme j'ai dit, il faut contrôler la température de la salle, il faut la ventilation de la salle et tout le matériel qu'on utilise doit être usage unique. Maintenant, tout ce qu'on va mettre sur le malade doit être contrôlé à la date de production, l'intégrité du paquet, de l'emballage. Tout ça doit être scruté avant même d'être servi, avant que ça ne nous ait servi pour qu'on utilise sur le malade. Donc, il y a une batterie comme ça de contrôle qui est réalisée. Et quand on a un doute maintenant, on préfère ne pas utiliser le matériel.